Chaque année, des centaines de millions de tonnes de métaux sont produites dans le monde. Mais un seul d'entre eux peut bouleverser toutes vos certitudes sur la réalité. Imaginez, vous tenez dans votre main un morceau argenté ordinaire et il commence à fondre au creux de votre paume, sans four, sans flamme, simplement à la chaleur de votre corps. Ce n'est ni un effet spécial, ni un montage, c'est le gallium. Un métal capable de transformer l'aluminium robuste en une masse friable et de défier toute logique d'ingénierie. Mais le plus fascinant reste à venir. Car si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, vous découvrirez un secret qui changera à jamais votre regard sur tous les métaux qui vous entourent. Une seule question demeure. Êtes-vous prêt à le voir ? Le gallium fond à environ 30 degrés Celsius. Autrement dit, littéralement à la température du corps humain. Je le tiens dans ma paume et il commence lentement à perdre sa forme. Au début, on dirait simplement de l'humidité en surface, mais non, c'est déjà du métal liquide. Il coule entre mes doigts comme du mercure, mais sans les vapeurs toxiques ni la panique dans les yeux du technicien à côté. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Vous avez l'impression de tenir quelque chose tout droit sorti d'un manuel de physique, mais qui se comporte comme un dessert resté trop longtemps au soleil. La caméra capte chaque goutte et je suis presque certain que les téléspectateurs se demandent en ce moment « C'est seulement légal, ça ?» Les artisans ici sont habitués à ce genre de réaction. Pour eux, le gallium n'est pas une curiosité, mais un outil. On l'obtient comme sous-produit lors du traitement de la bauxite et des minerais de zinc. À l'état pur, il a l'air modeste, mais il suffit de changer la température et il passe à l'état liquide. Vous le refroidissez et il redevient solide. Et ce, sans perte de propriété ni fissure. Mais le véritable tour de force commence lorsque l'aluminium entre en scène. On me présente une expérience très simple. On prend une pièce d'aluminium, tout à fait ordinaire, et l'on y dépose un peu de gallium. Au début, rien ne se passe. Puis survient un processus qui donne l'impression que le métal a décidé de capituler. Le gallium détruit la pellicule d'oxyde protectrice de l'aluminium. Sans elle, la structure du métal devient vulnérable. Et voilà qu'un matériau solide et léger commence à perdre sa forme. Il s'émiette, se fissure, se désagrège littéralement. On dirait que quelqu'un a modifié les paramètres de la réalité. Je contemple la scène en me disant « Voilà pourquoi on ne plaisante pas avec le gallium à la légère. » Et pourtant, le gallium n'est pas toxique. C'est-à-dire qu'on peut le tenir dans ses mains, observer sa fonte sans s'inquiéter pour sa santé. Cela en fait le candidat idéal pour les démonstrations. Le héros parfait pour ces vidéos, où l'on veut surprendre sans prendre de risques. Et encore un détail qui m'a vraiment marqué. Le gallium se comporte de manière assez inhabituelle lors du refroidissement. Quand il passe de l'état liquide à l'état solide, son volume ne diminue pas comme chez la plupart des métaux, mais au contraire, il augmente légèrement. Ça peut sembler anodin, mais en pratique, c'est une subtilité qu'on ne peut pas ignorer. Imaginez la situation. Un récipient rempli de gallium liquide, presque à ras-bord, sans marge de sécurité. Il commence à refroidir, se solidifie progressivement, et à un moment donné, il commence à pousser contre les parois de l'intérieur. Si c'est un conteneur métallique robuste, on peut encore trouver une solution. Mais si c'est du verre ou un matériau fin, il y a un risque qu'il ne résiste tout simplement pas. C'est précisément pour cette raison qu'en production, on ne remplit jamais le gallium à ras-bord. On laisse toujours un petit volume pour l'expansion, afin d'éviter les mauvaises surprises. Et c'est l'un de ces moments où la physique nous rappelle de façon très concrète. Même un métal peut se comporter autrement que ce qu'on attend de lui. Dans l'industrie, le gallium n'est pas simplement fondu et transvasé. Ici, la pureté est essentielle. On le purifie jusqu'à un niveau très élevé,
car même les plus infimes impuretés peuvent modifier le comportement du métal. Au laboratoire, on me montre le procédé de purification par zone fondue. Une zone liquide traverse lentement le lingot, entraînant avec elle tous les éléments indésirables. Cela semble complexe, mais c'est encore plus fascinant à observer, comme le voyage au ralenti d'une goutte qui aurait décidé de faire le ménage. Ce métal est extrêmement sensible aux impuretés. Il suffit d'une quantité infime d'éléments étrangers pour que ses propriétés changent. Le point de fusion se déplace, la conductivité électrique se comporte différemment, et en électronique, c'est déjà critique. On me conduit au laboratoire, où se déroule l'une des étapes les plus fascinantes, la purification par zone fondue. Cela ressemble à une procédure lente, presque méditative. On prend un long lingot de gallium, et l'on crée une zone étroite où le métal passe à l'état liquide. Cette zone fondue, à peine quelques centimètres, commence à se déplacer le long de tout le lingot. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les impuretés n'aiment pas rester dans le métal solide et préfèrent migrer vers la phase liquide. Ainsi, lorsque cette zone chaude se déplace lentement vers l'avant, elle collecte en quelque sorte tous les éléments indésirables sur son passage. On obtient une sorte de femme de ménage, méticuleuse, qui ne se presse pas, mais travaille avec une grande précision. La vitesse ici est minimale, parfois quelques millimètres par minute. Tout se fait lentement pour ne pas perturber la structure et laisser aux impuretés le temps de rouler vers la partie fondue. De l'extérieur, cela semble presque hypnotique. Une installation silencieuse, une lueur douce et un mouvement lent qui scelle le destin de tout le lingot. À la fin du processus, tous ces éléments indésirables se retrouvent concentrés à une extrémité. On la coupe simplement, et il reste entre nos mains du gallium d'une très grande pureté. C'est précisément ce matériau qui sera ensuite utilisé dans des technologies de pointe, où la moindre imprécision peut compromettre le résultat. Ensuite, ce gallium trouve sa place dans l'électronique. On l'utilise dans les semi-conducteurs, les diodes électroluminescentes, les panneaux solaires. Là, il ne coule plus entre les doigts et ne terrorise plus l'aluminium. Il travaille en silence, avec précision. Mais savoir que ce même matériau peut se transformer en liquide, rien qu'à la chaleur de la paume, cela confère à tout cela une dimension particulière. Évidemment, la tentation de reproduire l'expérience chez soi se fait sentir. Mais il faut garder à l'esprit que si le gallium est sans danger pour l'homme, il ne l'est pas pour tous les matériaux. S'il entre en contact avec des surfaces en aluminium, les conséquences peuvent être pour le moins surprenantes. Mieux vaut donc réserver ces belles expériences à un environnement contrôlé. Pendant que je me promène ici entre les installations, on me glisse quelques chiffres. Et ils ajoutent encore du poids à tout cela. La production mondiale annuelle de gallium s'élève à quelques centaines de tonnes environ, généralement entre 300 et 400 tonnes. C'est peu, si on compare avec l'aluminium ou le fer, qui se comptent en millions de tonnes. Pourtant, la demande ne cesse de croître, notamment du fait de l'électronique et de l'énergie. Quand je sors de l'atelier, une seule pensée me trotte dans la tête. On a l'habitude de considérer les métaux comme quelque chose de dur, stable, prévisible. Et puis le gallium débarque et te lance. Et si ce n'était pas le cas? Si ce genre d'histoire te parle, les usines, les matériaux, les trucs qui se comportent de façon totalement inattendue, abonne-toi à la chaîne. Il y aura encore plein de moments où tu te diras « Sérieux? C'est vraiment possible ?» Et crois-moi, la suite sera encore plus captivante. Et c'est exactement pour ça que j'adore ce type de voyage. Tu débarques pour visiter une production, et au final, tu repars avec une petite révolution dans ta façon de voir les choses. Et quelque part, entre les installations imposantes, les tuyaux et les laboratoires, se trouve un métal qui fond dans ta main et te fait un clin d'œil discret, comme pour te dire que le monde est un peu plus fascinant qu'il n'y paraît.
Chaque année, des dizaines de milliers de drones sont produits dans le monde. Mais seule une poignée d'entre eux est capable de changer les règles du jeu d'une guerre entière. Et voici ce qui étonne le plus. Nous n'avons pas affaire à un chef-d'œuvre high-tech à plusieurs millions de dollars, mais à un triangle étrange fait de matériaux qui rappellent davantage l'emballage d'un téléviseur. Et pourtant, il parcourt jusqu'à 2500 km et fait trembler les systèmes de défense anti-aérienne les plus coûteux au monde. Comment se fait-il que la simplicité soit devenue l'arme du futur? Et que cache réellement ce cyclomoteur, dont le bruit effraie aujourd'hui plus que celui des réacteurs? Restez avec nous jusqu'au bout, car un détail de cette construction explique tout, et il va vraiment vous surprendre. Commençons par un examen visuel, car cet appareil, son envergure atteint 2,5 mètres et sa longueur 3,5 mètres. Cet oiseau pèse environ 200 kg. Regardez la structure. Ce n'est ni de l'aluminium aéronautique ni du titane spatial, c'est de la fibre de verre et du polystyrène expansé. Oui, vous ne vous trompez pas, exactement le matériau dans lequel on emballe votre nouvelle télévision. Pourquoi est-ce génial, me direz-vous? Parce qu'une telle structure ne réfléchit presque pas les ondes radar. Elle est si rudimentaire que les grands systèmes sophistiqués de défense anti-aérienne ne comprennent parfois tout simplement pas ce qui vole. Une vraie cible, ou une nuée d'oiseaux ayant décidé de migrer vers le sud en février. Le cœur de ce triangle volant, le moteur. C'est un moteur à essence 2 temps de 50 chevaux. Il sonne exactement comme le vieux cyclomoteur de grand-père ou la tondeuse à gazon du voisin un samedi matin. C'est précisément pour ce bruit qu'on les a surnommés les mobylettes. Le réservoir contient assez de carburant pour permettre à cet engin de voler sur une distance allant jusqu'à 2500 km. Imaginez un peu, 2500 km avec un moteur de mobylette. Sa vitesse n'a rien de foudroyant, entre 120 et 180 km/h environ. Autrement dit, si vous accélérez bien au volant d'une voiture de sport, vous pourrez le doubler sur l'autoroute. Mais il n'est pas pressé. Sa mission, c'est de vrombir longuement et obstinément jusqu'à ce que quelqu'un craque. Passons maintenant au plus intéressant, le cerveau. Vous vous attendez sans doute à y trouver des processeurs dernière génération, valant des millions d'euros. Eh bien non. La navigation repose ici sur un signal civil ordinaire du système de positionnement mondial. En gros, à l'intérieur se trouve quelque chose de très similaire au GPS de votre smartphone, juste un peu mieux protégé contre les brouillages. Si l'adversaire tente de brouiller ce signal, le Shahed dispose d'un plan B, un système inertiel. Il s'agit d'un ensemble de capteurs qui indiquent à l'appareil dans quelle direction il penche et à quelle vitesse il vole. C'est comme marcher dans le noir de mémoire. Pas très précis, mais vous finirez quand même par atteindre le mur. Parlons maintenant de ce qui en fait un kamikaze. Le nez dissimule entre 30 et 50 kg d'explosifs. C'est beaucoup. C'est énorme pour une structure aussi légère. Lorsque ce triangle percute sa cible, il se transforme en boule de feu. Et c'est là que réside toute la perfidie. Un tel engin coûte environ 20 000 €, alors qu'un missile destiné à l'abattre peut coûter 2 millions d'euros. Comparez simplement ces chiffres, 20 000 contre 2 millions. C'est comme essayer de tuer un moustique avec un lingot d'or. Même si vous réussissez, vous perdez financièrement. Je me tiens actuellement devant un lanceur, et il ressemble à un conteneur de fret ordinaire. À l'intérieur se trouvent 5 alvéoles. Ils sont lancés l'un après l'autre grâce à un accélérateur à poudre. C'est un petit coup de pied, enflammé, qui propulse le drone dans les airs. Puis ce fameux moteur de mobylette prend le relais. Il vole souvent en essaim. Pourquoi? Parce qu'une seule cible, c'est simple. Mais quand 10 ou 20 de ces engins fondent sur vous de tous côtés, le système de défense s'étouffe littéralement. Il panique, tire toutes ses coûteuses roquettes
Et au final, l'un de ces petits bolides bon marché finit toujours par passer entre les mailles du filet. C'est fascinant de voir comment la guerre a changé. Autrefois, on se targuait de complexité. Et aujourd'hui, nous assistons au triomphe de la simplicité. C'est comme dans le monde informatique. Parfois, une bonne vieille calculatrice est plus fiable qu'une tablette bardée de technologie. Les concepteurs ont renoncé à tout superflu. Il n'y a pas de caméra qui transmette des images en temps réel. Vous ne pouvez pas le piloter comme avec une manette. Vous entrez simplement les coordonnées avant le décollage. Vous appuyez sur un bouton et vous l'envoyez en mission sans retour. Il n'a pas besoin de rentrer à la base. Il n'a pas besoin de salaire ni de médaille. C'est les mathématiques pures de la destruction. La pièce la plus complexe de ce drone, c'est sans doute l'hélice. Elle est en bois ou en plastique, de type propulsif, c'est-à-dire placée à l'arrière du moteur. Elle pousse simplement l'air et fait avancer ce triangle en polystyrène. Regardez ces soudures sur la coque. Elles sont rudimentaires, grossières. Et c'est précisément dans cette simplicité que réside son danger. Car ce qui est construit simplement est très difficile à neutraliser, que ce soit par des moyens logiciels ou techniques. Vous savez ce qui m'a le plus frappé lors de cette visite ? C'est le contraste. D'un côté, nous voyons ces développements dans des hangars, et de l'autre, nous réalisons l'ampleur des ressources qu'il faut déployer pour arrêter ces mobylettes volantes. Les hommes construisent d'immenses radars, conçoivent des algorithmes d'intelligence artificielle sophistiqués, et puis débarquent un triangle en polystyrène à 20 000 $ qui lance. Salut, me voilà! Pour conclure, je tiens à préciser que ce reportage ne célèbre pas l'armement, mais cherche à comprendre comment fonctionne la pensée technique moderne, dans des conditions extrêmes. C'est l'histoire d'un renversement où le bon marché est devenu l'atout majeur, et le ronronnement d'une tondeuse, un signal d'alerte. Le monde change, et les usines que nous visitons deviennent de plus en plus étranges. Qui aurait imaginé que nous discuterions un jour de fibres de verre et de moteurs à essence, comme de quelque chose capable de bouleverser les règles du jeu sur la grande scène? J'espère que cette plongée dans les coulisses de cet engin vous aura intéressé. N'oubliez pas que derrière chacune de ces machines se cachent des hommes, des chiffres et énormément de calculs. Nous poursuivons notre voyage à travers les sites industriels les plus fascinants du monde. Alors, restez avec nous. Il y aura encore plus de métal, de boulons et de découvertes inattendues. Prenez soin de vous, ne négligez pas le bruit des mobylettes dans le ciel, abonnez-vous à ma chaîne et souvenez-vous, même la chose la plus simple peut s'avérer bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier regard, pour peu qu'on l'observe sous le bon angle. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Aimeriez-vous que j'analyse plus en détail le système d'alimentation de ce drone, ou que je vous montre comment fonctionnent les groupes mobiles qui tentent de les intercepter ? Aujourd'hui, nous sommes dans l'usine qui fabrique de véritables suspensions géantes. Des ressorts pour camions-bennes de carrière. Une machine de 400 tonnes qui roule toute la journée sur des cailloux gros comme votre tête et qui décharge jusqu'à 8 tonnes de minerais. Pour qu'un tel engin ne se disloque pas dès son premier trajet, il lui faut une suspension d'une puissance incroyable. Et voici comment elle se fabrique. Me voici devant une barre d'acier de 75 mm de diamètre, presque l'épaisseur de mon poignet. De ce monstre naîtra un ressort haut comme un homme, pesant près de 2 kg. Un seul ressort. Et il en faut de 4 à 8 pour équiper un camion-benne. Voyons comment on les fabrique. Tout commence par le choix du matériau. L'acier ordinaire du commerce ne convient pas. Il faut un acier à ressort spécial contenant du chrome, du silicium et du vanadium.
Ces éléments rendent le métal à la fois ultra résistant et élastique. Les nuances les plus courantes sont les 5160 et 9254. Cela sonne comme un code secret, mais il s'agit simplement de la composition chimique de l'acier, où chaque chiffre indique le pourcentage des différents éléments. Nous voilà devant le four de préchauffage. Première étape de ce qu'on appelle l'enroulement. Pourquoi une telle chaleur? Parce qu'une barre d'acier de plus de 12 mm d'épaisseur ne peut se plier à froid. Elle risquerait tout simplement de se fissurer. On la chauffe donc à plus de 950 degrés Celsius, une température si intense qu'elle ferait fondre de l'aluminium en quelques secondes. Regardez ce four, on l'appelle un four à poutre mobile. Des barres d'acier de 14 à 45 mm de diamètre y circulent librement, chauffant uniformément sur toute leur longueur. Le processus prend environ 20 à 30 minutes. Si le chauffage n'est pas homogène, une partie sera molle, l'autre dure. Le ressort lâchera au bout d'une semaine. Voici la barre qui sort du four. Elle rayonne d'un rouge éclatant. Température 970 degrés. L'air qu'elle dégage est si brûlant qu'à 2 mètres de distance, on sent la chaleur sur son visage. Et c'est ce métal incandescent qu'on va maintenant enrouler en ressort. Devant nous se dresse une machine gigantesque, une enrouleuse automatique à commande numérique. Cet engin coûte 1 million d'euros et peut fabriquer des ressorts d'un diamètre allant jusqu'à plusieurs centimètres et d'une longueur pouvant atteindre 2 mètres. Voici comment elle fonctionne. Une barre chauffée à blanc passe à travers un système de rouleaux qui la guide vers le dispositif d'enroulement. Là, 2 gros rouleaux, l'un vertical, l'autre horizontal, pressent le métal avec une force de plusieurs dizaines de tonnes, l'obligeant à contourner une tige centrale, que l'on appelle le mandrin. Une barre de 7 cm et demi d'épaisseur se plie comme de la pâte à modeler, s'enroulant spire après spire. En 5 minutes, la machine fabrique un ressort de 10 à 20 spires, d'une hauteur d'1,80 m. La vitesse d'enroulement? Environ 5 spires par minute pour des barres aussi épaisses. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Chaque spire doit être parfaitement régulière, l'espacement entre les spires, calculé au millimètre près. Un écart de plus de 2 mm et le ressort ne résiste pas à la charge. C'est pourquoi la machine contrôle tout. La température du métal, la vitesse d'avancement, la force de pression des rouleaux. Chaque capteur transmet les informations à l'ordinateur, qui régule le processus en temps réel. Une fois le ressort enroulé, vient la trempe. Le ressort incandescent est instantanément plongé dans un immense bain d'huile. C'est ce qu'on appelle la trempe à l'huile. L'huile est à environ 60 degrés maximum, alors que le ressort frôle les 1000 degrés. Quand ils se rencontrent, pouf! Un nuage de vapeur, un sifflement, comme celui de dizaines de serpents. La température chute à 200, 300 degrés en quelques secondes à peine. Que se passe-t-il à l'intérieur du métal? Ce refroidissement brutal modifie la structure cristalline de l'acier, le transformant en martensite, une forme extrêmement dure. C'est comme congeler de l'eau. Elle devient solide, mais dans le métal, le processus est infiniment plus complexe. L'acier trempé devient si dur qu'il peut rayer le verre. Mais il y a un problème. Après la trempe, l'acier devient friable comme du cristal. Un seul choc, et le ressort peut se briser. D'où l'étape suivante, le revenu ou recuit. Les ressorts sont à nouveau chauffés, mais cette fois à une température plus basse, entre 400 et 500 degrés Celsius. Ils sont maintenus à cette température pendant 2 à 3 heures, puis refroidis librement. Le revenu, c'est comme un massage pour le métal. Il réduit les tensions internes, rend l'acier moins fragile, tout en préservant sa dureté.
La dureté finale d'un ressort de camion-benne se situe entre 40 et 50 unités sur l'échelle de Rockwell C. Autrement dit, seul un diamant ou un autre acier trempé peut le rayer. Passons maintenant à l'étape suivante, le grenaillage. Regardez cette chambre. À l'intérieur, des milliers de billes d'acier d'un demi-millimètre de diamètre fusent à 80 mètres par seconde et bombardent la surface du ressort. Ce n'est pas une destruction, c'est un renforcement. Une bille métallique, en frappant la surface, crée une micro-indentation. Le métal environnant se comprime, formant une zone de résistance accrue. Des millions de ces impacts recouvrent toute la surface du ressort, d'une couche de métal densifiée d'une profondeur, pouvant atteindre 1 mm. Résultat, la résistance à la fatigue, la capacité à supporter des millions de cycles de charge sans fissuration, augmente de 30 à 50%. Le processus prend environ 3 minutes pour un grand ressort, après quoi la surface devient mate, légèrement rugueuse au toucher, mais considérablement plus résistante. Si les ressorts supportent le poids de la machine, les amortisseurs, eux, absorbent les oscillations. Sans eux, le camion-benne rebondirait comme un ballon après chaque nid de poule, et le conducteur souffrirait d'une commotion cérébrale au bout d'1 an de travail. Devant nous se dresse un cylindre hydraulique d'1,80 m de haut et de 25 cm de diamètre. À l'intérieur, un système complexe de clapets, de pistons et de joints d'étanchéité. Le principe de base est simple. Le piston se déplace dans le cylindre rempli d'huile, la forçant à traverser de minuscules orifices. L'huile oppose une résistance, amortissant ainsi le mouvement. Mais c'est dans les détails que réside la magie. Et la magie de cette chaîne opère grâce à votre abonnement. Le piston comporte plusieurs types de clapets. Certains fonctionnent lors de mouvements lents, d'autres lors de chocs brutaux. À faible vitesse, l'huile traverse de petits conduits de 2 à 3 mm de diamètre. Lors d'un impact violent, des clapets supplémentaires de 10 à 15 mm de diamètre s'ouvrent, laissant passer davantage d'huile et empêchant une montée en pression excessive. À l'intérieur se trouve également une chambre à gaz, remplie d'azote sous une pression de 20 à 30 bars. Cela prévient la cavitation, c'est-à-dire la formation de bulles dans l'huile qui pourrait détruire l'amortisseur. L'azote se comprime en compensant le volume occupé par la tige du piston lors de son mouvement. La tige du piston est fabriquée en acier chromé d'un diamètre de 6 cm. Ce n'est pas décoratif. Le chromage crée une surface ultra résistante capable d'endurer des millions de cycles sans usure. L'épaisseur du revêtement chromé n'est que de 0,2 mm, mais cela multiplie par 10 la durée de vie. Au fond de l'Ohio se cache une machine qui soutient le ciel américain. La presse Mesta 50, un monstre de 36 000 tonnes qui s'enfonce de 10 étages sous terre. Elle comprime le métal avec une force de 50 000 tonnes, soit le poids de 10 tours Eiffel réunies. Sans cette machine, les États-Unis n'auraient ni F-35 ni Boeing 787. Lorsqu'en 2009, une fissure est apparue sur la presse, toute l'aviation américaine a retenu son souffle. Aujourd'hui, nous allons voir comment le titane incandescent se transforme en aile de chasseur, sous le coup du poing d'acier de la guerre froide. Prêt à plonger au cœur de la puissance aéronautique américaine ? Si vous vous trouviez devant l'usine Alcoa de Cleveland, dans l'Ohio, rien ne retiendrait votre attention. Un bâtiment industriel ordinaire, un mur de briques grises, des cheminées, des camions. Mais il suffit de descendre pour pénétrer dans un monde où naît la puissance véritable. La presse Mesta 50 ne repose pas sur le sol, elle y est encastrée. 30 mètres de profondeur, 10 étages de béton et d'acier. Pourquoi si profond ? Parce que lorsque 50 000 tonnes de force s'abattent sur le métal,
La terre tremble dans un rayon d'1 kilomètre. Sans ces fondations colossales, la presse s'enfoncerait dans le sol comme un couteau dans du beurre. Cette machine fut construite en 1955, au plus fort de la guerre froide. L'Amérique et l'Union soviétique ne rivalisaient pas seulement dans l'espace, elles se disputaient la maîtrise du ciel. Qui parviendrait à créer les meilleurs avions dominerait les airs. Et pour les meilleurs avions, il fallait des pièces impossibles à fabriquer par des procédés ordinaires. Imaginez une aube de turbine du réacteur F-35. Cette pièce ne mesure que 30 cm de long, mais elle tourne à 10 000 tours par minute à une température de 1400 degrés Celsius. Aucune soudure ne pourrait résister à de telles conditions, elle se désintégrerait en quelques secondes. L'aube doit être monobloc, taillée dans un bloc massif de titane ou de superalliage de nickel. C'est précisément à cela que sert la Mesta 50. Elle ne coupe pas, elle ne soude pas, elle forge. Elle prend un lingot de titane incandescent de 2 kg et le transforme en une forme précise d'aile ou d'aube en un seul coup. Le processus commence par la préparation. Le lingot de titane est chauffé dans un four spécial, jusqu'à 960 degrés Celsius. À cette température, le titane devient aussi malléable que de la pâte à modeler, tout en conservant sa résistance extraordinaire. Le métal émet une lueur rouge vif, presque blanche, impossible de le regarder sans lunettes de protection spéciale. Lorsque la température atteint le point requis, le bras robotisé extrait le lingot incandescent et, en quelques secondes à peine, le transporte jusqu'à la presse. Le temps est critique. Si le titane refroidit ne serait-ce que de 50 degrés, il deviendra trop dur et la presse ne pourra plus le déformer. Le lingot est placé dans la matrice inférieure, un immense moule en acier qui épouse les contours de la future pièce. Au-dessus descend la matrice supérieure de 150 tonnes. Et là, c'est le choc. 50 000 tonnes de force s'abattent sur le titane incandescent. Pour vous donner une idée, c'est comme si l'on posait simultanément 150 avions de ligne sur votre table. Les vérins hydrauliques, de 2,50 m de diamètre, génèrent une pression de 350 mégapascales, soit 3500 fois la pression atmosphérique. Sous une pression aussi folle, le titane se comporte étrangement. Il ne casse pas, ne se fissure pas, il coule. Les atomes du métal se déplacent, glissent les uns contre les autres, remplissant chaque recoin microscopique du moule. En 3 secondes, un lingot informe se transforme en copie parfaite d'un longeron d'aile ou d'une aube de turbine. L'usine tout entière tremble sous l'impact. À plusieurs centaines de mètres à la ronde, on ressent la vibration, comme un petit séisme. Les ouvriers qui travaillent près de la presse portent des casques spéciaux, car le son de l'impact atteint 130 décibels, plus fort que le décollage d'un avion à réaction. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Malgré cette force barbare, la presse contrôle la forme à un demi-millimètre près. Des capteurs laser suivent chaque mouvement de la matrice. L'hydraulique corrige la pression des milliers de fois par seconde. Si quelque chose tourne mal, une pièce valant 300 000 € se transforme en ferraille. La Mesta 50 fabrique des pièces pour tous les principaux avions américains. Le F-35, Lightning II, le F-22 Raptor, le Boeing 787 Dreamliner, les moteurs d'hélicoptères Apache, tous comportent des pièces nées sous les coups de cette presse. Chaque mois, plus de 2000 tonnes de titane et de superalliage de nickel y transitent. Puis vint la catastrophe. En 2009, lors d'une frappe de routine, les ingénieurs entendirent un bruit inhabituel. Le métal venait de se fissurer. La presse fut immédiatement arrêtée et la découverte glaça les sangs. Une fissure d'1,20 m était apparue dans la poutre maîtresse.
Pour l'industrie aéronautique américaine, ce fut un choc. La Mesta 50 est la seule presse d'une telle puissance dans le pays. Sans elle, la production du F-35 s'arrêtait net, Boeing ne pouvait plus fabriquer de pièces pour le Dreamliner, les commandes militaires restaient en suspens. Chaque jour d'immobilisation coûtait des millions de dollars. Une réparation désespérée s'est engagée. Le problème, c'est qu'une poutre de 2000 tonnes ne peut tout simplement pas être démontée et remplacée. Elle est intégrée dans la structure à 30 mètres de profondeur, entourée de dizaines d'autres systèmes. Les ingénieurs prévoient d'effectuer la réparation sur place. Une équipe spécialisée de soudeurs a travaillé 24 heures sur 24 pendant 4 mois. Ils ont utilisé la technologie la plus avancée, le soudage électrolytier sous atmosphère inerte. La fissure a été soudée couche par couche, chacune d'une épaisseur de 3 mm. Après chaque couche, le métal subissait un traitement thermique pour éliminer les contraintes internes. Au total, 760 couches de cordons de soudure ont été déposées. Parallèlement, une poutre de secours était fabriquée, au cas où la réparation échouerait. Elle a été réalisée dans une autre usine, en utilisant la plus grande grue d'Amérique, d'une capacité de 4000 tonnes. Le coût de cette poutre de secours, 18 millions de dollars. Quant à l'abonnement à ma chaîne, il vous coûtera 0 $ et 0 cent. Alors, vous êtes déjà abonné ? Mais la réparation fut une réussite. En décembre 2009, la Mesta 50 reprit du service. Le premier coup après la remise en état fut observé par 200 ingénieurs. Tous retenaient leur souffle. La presse frappa, le titane se déforma, et la fissure ne réapparut pas. Le ciel américain était sauvé. Aujourd'hui, la Mesta 50 continue de fonctionner. Elle a déjà près de 70 ans, un âge incroyable pour un équipement industriel. Les presses modernes sont plus efficaces et automatisées, mais aucune ne peut atteindre une telle puissance. 50 000 tonnes demeure un record inégalé pour le pays. Fait intéressant, autour de la presse s'est formé tout un écosystème. Des milliers d'ingénieurs, de métallurgistes, d'opérateurs travaillent à l'usine. Beaucoup sont originaires d'Amérique latine, venus aux États-Unis en quête d'une vie meilleure et qui ont trouvé un emploi dans l'aéronautique. Ils façonnent les pièces qui ensuite propulsent des avions dans le ciel du monde entier. La Mesta 50, c'est bien plus qu'une machine. C'est un symbole de puissance industrielle, d'excellence technologique et d'ingéniosité technique. C'est la preuve que parfois, les meilleures solutions ne sont pas les plus récentes, mais celles qui ont été éprouvées par des décennies de travail fiable sous une pression incroyable. Si vous voulez comprendre de quoi est fait le Mexique moderne, il faut vous rendre à Monterrey. C'est la ville de l'acier, le Chicago mexicain, où l'horizon est dominé non pas par des palmiers, mais par les cheminées de gigantesques usines. C'est ici, dans les fours de l'entreprise Ternium, qu'est né le squelette de l'un des projets les plus ambitieux de l'humanité, le pont de Baluarte. Notre visite commence dans l'atelier où l'air vibre de chaleur. Ici, il ne fait pas simplement chaud, ici règne l'énergie d'une planète en fusion. Nous nous tenons près du four à arc électrique. Lorsque les électrodes plongent dans la charge, retentit un tonnerre assourdissant, tandis que des gerbes d'étincelles aveuglantes frappent les murs. Ici, à Monterrey, on coulait un alliage spécial à haute résistance, capable de supporter le poids du pont et les charges de vent furieuses dans les montagnes. Je vois l'acier incandescent se déverser dans les moules. Ce sont les futures sections des pylônes. Pour le pont Baluarte, l'acier n'a pas simplement été fondu. Il a été créé comme un matériau composite capable de résister à des pressions et des torsions extrêmes. À Monterrey,
Dans des usines comme Ternium, le processus de fusion pour de tels ouvrages se transforme en chirurgie stérile à grande échelle. Tout commence dans les fours à arc électrique. Contrairement aux hauts fourneaux classiques qui utilisent du coke, l'acier y est fondu grâce à des décharges électriques d'une puissance phénoménale. Cela permet d'atteindre des températures supérieures à 1650 degrés Celsius en quelques minutes à peine. Mais la véritable prouesse réside dans le traitement hors four. Pour le pont de Baluart, il fallait un acier à faible teneur en carbone, mais riche en éléments micro-alliés. Le métal en fusion est introduit dans une chambre à vide spéciale, où l'on extrait littéralement par aspiration les gaz dissous, hydrogène et azote. Si la moindre bulle microscopique d'hydrogène subsiste dans le métal, elle créera lors du refroidissement une fissure interne, un flocon. Pour un pont suspendu au-dessus d'un gouffre de 400 mètres, c'est une condamnation à mort. On ajoute au métal en fusion des ingrédients secrets, du niobium et du vanadium en microdose. Ils agissent comme des affineurs de grains. Dans l'acier ordinaire, la structure cristalline est grossière. Ces éléments forcent le métal à former une structure à grains fins. L'acier devient ultra solide, tout en restant ductile. C'est crucial pour la Sierra Madre, où surviennent des tremblements de terre. Le pont ne doit pas être cassant. Il doit plier sans rompre. Lorsque les énormes plaques d'acier sortent du four, on ne se contente pas de les laminer en feuilles. L'usine de Monterrey utilise une technologie fascinante. L'acier passe entre des cylindres à des températures strictement contrôlées, puis est refroidi instantanément par de l'eau sous haute pression. Cela trempe le métal au niveau moléculaire tout en lui donnant sa forme. On obtient ainsi de l'acier X65 ou X70, si résistant qu'il permet de réduire l'épaisseur des parois des pylônes, diminuant le poids total du pont sans compromettre sa capacité portante. Un atelier entier est dédié au haubans. Le pont Baluart est un pont à haubans, maintenu par des câbles d'acier. Mais « câble » est un mot trop faible. Il s'agit de faisceaux composés de dizaines de fils d'acier à haute résistance, chacun recouvert d'une couche anti-corrosion. Les ingénieurs nous expliquent. Un hauban, c'est le tendon du pont. Il doit être suffisamment souple pour jouer avec le vent et suffisamment solide pour soutenir des milliers de tonnes de béton et d'asphalte au-dessus du vide. Le fil d'acier est étiré à travers des filières en diamant, devenant fin mais incroyablement résistant. Mais voyons le processus depuis le début. La fabrication des câbles de haubans pour un géant tel que le pont Baluart ressemble à la création d'une armure multicouche, où chaque niveau de protection remplit une fonction absolument vitale. Tout commence par le traitement des fils d'acier individuels qui constituent la base de l'ensemble de la structure. Chacun de ces filaments fins à haute résistance subit une galvanisation à chaud. À la surface du métal se forme un alliage stable qui devient la première et la plus importante barrière contre la corrosion. Même si les couches extérieures venaient à être endommagées, le zinc jouerait le rôle d'anode sacrificiel, s'oxydant à la place de l'acier et empêchant la rouille de détruire la structure du fil. Après galvanisation, des centaines de ces fils sont réunis en puissants faisceaux, mais entre eux subsistent inévitablement de microscopiques cavités. Pour éliminer totalement toute présence d'air ou de condensation à l'intérieur du câble, tout l'espace interne entre les fils est rempli sous pression d'une cire technique spéciale ou de paraffine hautement purifiée. Cette substance possède des propriétés hydrofuges et demeure souple même lors d'importantes variations de température, caractéristique des hautes altitudes de la Sierra Madre. La paraffine agit comme un lubrifiant scellant interne. Elle évite que les fils ne frottent les uns contre les autres lors des oscillations du pont sous l'effet du vent, tout en créant un rempart infranchissable contre l'humidité susceptible de provoquer une corrosion interne insidieuse.
Vous voyez ces bobines d'acier gigantesques, prêtes à prendre la route. Chaque section de pylône pèse plusieurs dizaines de tonnes et chacune porte la marque Baluart. C'est leur passeport pour l'immortalité. Et le passeport vers l'immortalité de notre chaîne, c'est votre abonnement. N'hésitez pas les amis. Nous quittons à présent l'industriel Monterrey pour nous enfoncer vers l'ouest, dans les montagnes de la Sierra Madre. Ici commence un territoire que les habitants appellent Espinazo del Diablo, l'échine du diable. Une route étroite, sinueuse, où d'un côté se dresse une paroi verticale et de l'autre s'ouvre un gouffre de 400 mètres. Imaginez la scène. Vous êtes au volant d'un semi-remorque, sur la plateforme duquel repose une section d'acier de 20 mètres de long. Vous devez négocier des centaines de virages en épingle. La logistique du Baluart a été un exploit quotidien. Les roues des poids lourds frôlaient le bord du précipice et les conducteurs travaillaient à la limite du possible. Nous empruntons l'un de ces lacets. La poussière est ocre et fine, elle colmate les radiateurs et les freins des camions hurlent sous l'effort. Pour acheminer une seule section de pylône, il nous a fallu 3 jours à travers ces gorges, raconte le chauffeur d'escorte. L'acier de Monterrey avançait lentement, mètre par mètre, là où personne n'avait jamais construit. Nous arrivons sur le chantier. Ici, la tête nous tourne. Nous nous tenons au bord du canyon de Baluart. En contrebas, à 403 mètres de profondeur, coule une petite rivière qui d'ici ressemble à un fil d'argent. C'est comme poser la tour Eiffel au fond d'un gouffre. Et son sommet n'atteindrait toujours pas le tablier du pont. La scène principale de notre reportage, l'assemblage d'une section d'acier. Une énorme poutrelle d'acier est suspendue à la grue. Le vent dans les montagnes est traître. Il peut frapper soudainement, transformant cette pièce de 50 tonnes en pendule géant. Les ingénieurs, lasers télémétriques en main, retiennent leur souffle. Une erreur d'1 millimètre et le verrou ne se fermera pas. On entend le crépitement métallique des talkies-walkies et le mugissement du vent dans les haubans. Lorsque la poutre d'acier s'insère enfin dans ses logements et que les ouvriers commencent à serrer les premiers boulons, un cri de victoire déchire l'air. C'était un combat de l'homme contre la gravité. Le pont s'est construit simultanément depuis les deux rives, pour se rejoindre au milieu. Quand les deux moitiés de l'épine dorsale se sont enfin unies au-dessus du vide, le Mexique a retenu son souffle. Ce n'était pas un simple assemblage, mais l'apprivoisement d'un gouffre diabolique. Aujourd'hui, le pont de Baluart est un voilier blanc parmi les montagnes cendrées. Ses pylônes, de 169 mètres de hauteur, scintillent au soleil. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Autrefois, le trajet entre les États de Durango et Sinaloa à travers l'épine du diable prenait 6 heures épuisantes de conduite périlleuse. Aujourd'hui, ce même trajet se compte en minutes. Le pont de Baluart est le maillon central d'une autoroute qui relie l'Atlantique au Pacifique. Imaginez 2 frères jumeaux, si semblables qu'il est impossible de les distinguer à l'œil nu. Toujours ensemble, nés au même instant, ils vivent côte à côte depuis des milliards d'années. Mais voici le paradoxe. L'un sauve le monde en fournissant de l'énergie à des millions de personnes, tandis que l'autre peut tout détruire s'il se retrouve au mauvais endroit. Faites connaissance avec le zirconium et le hafnium, le couple le plus étrange du tableau périodique, qui régit les réacteurs nucléaires, tout en donnant aux ingénieurs des maux de tête à en pleurer. Ces deux métaux se ressemblent tellement d'un point de vue chimique qu'ils ont été découverts séparément à 150 ans d'intervalle, sans que personne ne soupçonne qu'il s'agissait d'éléments distincts. Le zirconium a été identifié en 1789 et le hafnium seulement en 1923. Et savez-vous pourquoi ?
parce qu'ils sont toujours ensemble. Dans la nature, il n'existe aucun gisement de zirconium pur. Il contient toujours entre 1 et 5% de hafnium. Ils sont comme le yin et le yang, version métallique et potentiellement radioactive si l'on ne s'y prend pas correctement. Et voici le plus fascinant. Ces frères jumeaux possèdent des propriétés nucléaires diamétralement opposées. Le zirconium est presque transparent aux neutrons. Il le traverse comme s'il n'existait pas. Le hafnium, lui, capture avidement chaque neutron qui passe à sa portée. Et ce n'est pas une petite différence. Le hafnium absorbe les neutrons 600 fois mieux que le zirconium. 600! C'est comme comparer du papier et un mur de béton pour arrêter une balle. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'un réacteur nucléaire, c'est une réaction en chaîne contrôlée. Les atomes d'uranium se désintègrent, libèrent des neutrons. Ces neutrons percutent d'autres atomes d'uranium qui se désintègrent à leur tour, et ainsi de suite. Pour que le réacteur fonctionne de manière stable, il faut contrôler précisément le nombre de neutrons. Trop de neutrons, le réacteur surchauffe, et c'est l'accident. Pas assez, la réaction s'éteint, et plus d'énergie. C'est là qu'intervient le zirconium. Les barres de combustible dans le réacteur sont de longs tubes remplis de pastilles de dioxyde d'uranium. Ces tubes doivent être fabriqués dans un matériau qui ne gêne pas la circulation des neutrons et ne freine pas la réaction. Le zirconium est idéal. Il est transparent aux neutrons, résistant aux températures élevées, insensible à la corrosion dans l'eau sous pression et à la radiation. Aucun autre métal ne convient aussi bien. Mais voilà le problème. S'il reste ne serait-ce qu'un peu de hafnium dans le zirconium, ce hafnium va dévorer les neutrons. La réaction ralentira ou s'arrêtera complètement. Imaginez que vous construisez un réacteur à plusieurs milliards de dollars. Vous chargez le combustible, vous le démarrez. Et rien ne se passe parce qu'il y avait du hafnium dans le métal des tubes. Le cauchemar de tout ingénieur. C'est pourquoi l'industrie nucléaire a besoin de zirconium contenant moins de 100 parties par million de hafnium. Cela signifie qu'il faut retirer 99,99% du hafnium de chaque kilogramme de mélange naturel. Et c'est là que commence le véritable enfer, car les séparer est quasiment impossible. Pourquoi est-ce si compliqué? Parce que ces métaux sont de vrais jumeaux chimiques. Ils ont la même valence, des atomes de taille comparable, des propriétés chimiques presque identiques. Toutes les méthodes classiques de séparation des métaux sont inefficaces. On ne peut pas faire fondre le mélange et les séparer selon leur point de fusion. Ils fondent presque à l'identique. Impossible de les dissoudre et d'en précipiter un en laissant l'autre. Ils précipitent ensemble. C'est comme essayer de séparer des jumeaux, qui feraient toujours exactement la même chose. Un peu comme dans un roman de Stephen King, non? La seule méthode efficace reste l'extraction par solvant, répétée inlassablement. On prend une solution aqueuse de sel de zirconium et d'hafnium, on ajoute un solvant organique spécifique qui dissout légèrement mieux l'un des deux sels. On agite vigoureusement le mélange, puis on laisse décanter. Le hafnium migre un peu plus vers la phase organique. Un peu. Le mot est important. À chaque cycle, la différence ne dépasse que quelques pourcents. Il faut donc répéter le processus des centaines et des milliers de fois. C'est ce qu'on appelle l'extraction en cascade. Imaginez une usine gigantesque avec des milliers de cuves, où les solutions sont pompées de l'une à l'autre, passant par d'interminables cycles de mélange et de séparation. Le processus prend des semaines ou des mois. Et tout cela pour obtenir du zirconium d'une pureté suffisante pour un réacteur. Il existe une autre méthode, la chromatographie par échange d'ions. La solution de Cels est passée à travers une colonne remplie d'une résine spéciale. Le hafnium adhère un peu plus fortement à la résine que le zirconium. Il se déplace donc plus lentement. Après avoir traversé des dizaines de mètres de colonnes, ils finissent par se séparer. Mais là encore, le processus est lent, coûteux, énergivore.
Voyons maintenant ce qu'on fait du zirconium pur. On le transforme en un alliage appelé zircaloy, du zirconium avec de petites quantités d'étain, de fer et de chrome. Cet alliage sert à fabriquer les tubes pour les crayons combustibles. Ces tubes doivent être parfaitement droits, sans le moindre défaut, avec une paroi de moins d'1 millimètre d'épaisseur et jusqu'à 4 mètres de longueur. La production de tels tubes relève d'un art à part entière. Le zirconium devient très réactif à haute température. Il capte l'oxygène, l'azote et l'hydrogène présents dans l'air, ce qui le rend cassant. Toutes les opérations doivent donc se dérouler sous vide ou en atmosphère inerte. Les lingots de zirconium sont chauffés à 1000 degrés Celsius, puis pressés ou laminés pour former des ébauches. Ces ébauches sont ensuite étirées à travers des filières à de multiples reprises, réduisant progressivement le diamètre et l'épaisseur de la paroi. Les tubes finis sont soumis à un contrôle qualité rigoureux. Ils sont radiographiés aux rayons X et aux ultrasons pour détecter les microfissures. La composition chimique est vérifiée par analyse spectrale. Leur résistance mécanique et leur tenue à la corrosion sont testées. Un seul tube défectueux dans un réacteur pourrait entraîner une fuite de combustible radioactif. Le contrôle est donc absolu. Et qu'en est-il du hafnium séparé? Lui aussi a de la valeur, mais pour des raisons opposées. C'est justement parce que le hafnium absorbe les neutrons qu'il se révèle utile pour les barres de contrôle des réacteurs. Ce sont ces barres qu'on abaisse dans le cœur pour ralentir ou arrêter la réaction. Lorsqu'il faut réduire la puissance du réacteur, les barres de hafnium s'enfoncent à l'intérieur et commencent à capturer les neutrons, freinant ainsi la réaction en chaîne. Le hafnium est également utilisé dans la technique spatiale et les avions supersoniques. Il résiste à des températures extrêmes, au-delà de 2200 degrés Celsius. On en fabrique des tuyères de moteurs fusées, des boucliers thermiques, des pièces qui fonctionnent dans l'enfer des températures et des pressions. Mais ce ne sont là que des applications de niche. La demande principale pour le hafnium vient précisément de l'énergie nucléaire. Fait intéressant, le hafnium doit son nom à Copenhague, ville où il fut découvert. Quant au zirconium, il tire le sien du minéral zircon, dont on l'a extrait pour la première fois. Le zircon, soit dit en passant, est une pierre magnifique utilisée en joaillerie, comme alternative économique au diamant. Mais il s'agit d'un matériau tout à fait différent, un silicate de zirconium, et non le métal pur. Dans le monde, seules quelques usines sont capables de produire du zirconium nucléaire. Le processus est si complexe et coûteux que tous les pays ne peuvent se le permettre. Les principaux producteurs sont la France, les États-Unis et la Chine. Un kilogramme de zirconium nucléaire coûte des dizaines de fois plus cher que l'acier ordinaire. Mais pour l'industrie nucléaire, il n'existe aucune alternative. Un réacteur énergétique moderne contient environ 100 tonnes d'alliage de zirconium dans les barres de combustible. Ces barres fonctionnent dans des conditions extrêmes. Une eau sous pression à près de 320 degrés Celsius, un bombardement neutronique intense, un environnement corrosif. Et le zirconium résiste à tout cela pendant des années, protégeant le combustible et permettant au réacteur de fonctionner en toute sécurité. Sans le zirconium, il n'y aurait pas d'énergie nucléaire moderne. Les premiers réacteurs utilisaient d'autres matériaux, magnésium, aluminium, acier inoxydable. Mais tous absorbaient trop de neutrons, réduisant l'efficacité ou ne supportaient pas les conditions d'exploitation. Le zirconium a résolu ce problème et a rendu possible la construction de réacteurs efficaces et sûrs. Il existe un autre domaine où le zirconium est irremplaçable, la médecine. Les implants en zirconium pour la dentisterie et l'orthopédie sont biocompatibles, résistants et ne provoquent aucune allergie. Articulations artificielles, couronnes dentaires, plaques pour os, nombre d'entre eux sont fabriqués en zirconium ou en oxyde de zirconium.
Mais le zirconium médical ne nécessite pas une purification aussi poussée du hafnium, car les propriétés nucléaires n'y ont aucune importance. L'avenir du zirconium est lié au développement de l'énergie nucléaire. Les nouvelles générations de réacteurs exigent des matériaux encore meilleurs, plus résistants aux températures élevées, à l'irradiation, à la corrosion. De nouveaux alliages à base de zirconium sont développés, avec ajout de niobium, de molybdène et d'autres éléments. Des revêtements sont testés, qui protègent davantage les tubes de l'oxydation en cas d'accident. Quant au hafnium, il trouve de nouvelles applications dans la microélectronique. L'oxyde de hafnium est utilisé comme diélectrique dans les transistors des processeurs modernes. Il permet de réduire la taille des transistors sans perte de performance. Ainsi, les deux frères ont trouvé leur place dans les technologies qui font avancer la civilisation.